Bonjour et bienvenue au 62e épisode de Board Game Duel, le podcast. Oh, la foule en délire! Excuse-moi, ça m'a incité à intervenir de la façon dont tu l'as dit. Ben ouais, c'est sûr, tu sais, 62, c'est tellement un beau chiffre magique que tout le monde se rappelle tout le temps. Là. Ben ouais, c'est significatif pour plein de monde, ce chiffre-là. Tous les gens qui sont nés en 62, pense-y. On doit avoir beaucoup d'auditeurs qui sont nés en 62. J'ai des doutes. Mais en tout cas, si vous nous écoutez puis que vous êtes nés en 62, écrivez-nous. Donc oui, le podcast sur les jeux de société où 10 jeux ne s'affrontent pas dans un duel sans merci. Twist. Ben oui. Pour Noël, on vous a fait cadeau du top 10 de Vincent. Ben pour commencer l'année 2024, un encore plus beau cadeau, le top 10 de Sam. Ouh. On va voir ça, hein, parce que je suis pas mal sûr que mon top 10 est meilleur que ton top 10, mais ça reste à discuter. Puis Puis à la différence de toi, j'ai fait mes recherches. Je vais essayer de prédire ton top 10. Malheureusement, j'ai pas été capable de trouver plus que 9 jeux. Fait que j'ai déterminé que ton top 10 doit avoir 9 jeux parce que je te connais parfaitement bien. On va voir. Moi, je prédis que tu vas avoir 5 sur 10. 5? Si peu que ça? Ouais, je pense que ouais. Impressionne-moi. Ouais, mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, j'ai un petit rétractage à faire. On fait une petite correction parce que on a parlé semi-récemment de Fox Experiment. En fait, c'était même moi qui le défendais. Ouais. Fait que tu te rétractes pour moi? Ben en fait, c'est que j'ai découvert que on avait joué avec une règle incorrecte parce que j'avais oublié une règle que dans le fond, quand t'as plus qu'un renard, tu fais pas tous les jetons de tous tes renards. Tu fais comme le nombre de jetons selon le trait le plus haut parmi tous tes renards, si tu veux. Là. Fait que dans le fond, si tu réussis à en débloquer 2 sur un, puis 1 sur un autre, tu vas juste en faire 2 jetons. Tu feras pas les 3. Ouais, ou t'en feras pas 4 si tu fais 2 sur les 2, comme nous on faisait. Fait que on se noyait un peu dans les jetons, puis on complétait notre tableau personnel assez facilement, mais dans le fond, c'est parce qu'on jouait pas comme il faut. Fait que c'était comme une des critiques que j'avais du jeu, c'est que c'était trop facile de faire tout. Ben, c'est sûr que quand tu triches, c'est plus facile. Ouais. Puis à ma défense, c'est toi qui avais fait le teach de tout ça. Fait que c'est oui, c'est 100% de ma faute. J'avais oublié cette règle-là, puis je pense que ça va changer l'expérience un peu, mais je pense pas que ça va changer mes conclusions sur le jeu, là. T'sais, oui, ça sera pas aussi facile de tout faire, mais ça reste que, le reste de mes critiques, qu'il y a pas beaucoup de décisions, surtout quand tu brasses tes dés, c'est pas mal sur les rails, tu fais tes combos, puis c'est évident qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais là, tu ajoutes la décision que, vu que tu vas pas compléter ton tableau personnel au complet, il va falloir que tu choisisses quelles améliorations tu vas prendre. Oui, mais je pense que c'est quand même une bonne idée d'aller chercher un autre renard rapidement pour augmenter tes chances d'avoir plus de jetons. Tu n'auras pas 2 fois plus comme nous, mais tu vas quand même en avoir significativement plus. Fait que il va falloir y rejouer pour que j'aie une opinion sur le vrai jeu, si on veut, mais j'ai pas l'impression que ça va changer mes conclusions, mais je vais peut-être être un peu moins critique envers celui-ci. Donc voilà, c'était ma rétraction. Merci, Sam. Comme le veut notre tradition, on va revenir sur notre duel de l'an passé. Et donc, il y a un an, notre thème, c'était les jeux de déduction. Et moi, je vous avais parlé de Search for Planet X, ou la recherche de la planète X. Donc, un jeu où on est des astronomes qui recherchent la planète X, puis que, dans le fond, on a une application qui va nous donner des indices de logique selon qu'est-ce qu'on veut observer, puis combien de temps qu'on veut prendre. C'est un peu comme une genre de course, là, parce que les actions qu'on fait, dans le fond, vont nous coûter plus ou moins de temps, puis c'est toujours la personne qui lui reste le plus de temps qui
qui joue en premier. Donc, il y a moyen de faire comme plusieurs petites actions de suite ou une grosse, puis après ça, attendre de se faire rattraper par les autres joueurs. Puis on a tout le même puzzle, dans le fond, qu'on essaie de résoudre avant les autres. Puis si on trouve la planète X, on a des bonnes chances de gagner, mais c'est pas nécessairement ça qui va nous faire gagner. Dans le fond, faut essayer de déduire tout ce qu'il y a dans le ciel. Là. Il y a comme plusieurs objets célestes à identifier. Il y a une suite qui est sortie cette année ou qui va sortir bientôt, là, qui est le Search for Lost Species. Donc un peu le même principe. Là, on explore une île puis on essaie de découvrir les habitats des différentes espèces. Là. Puis apparemment qu'il y a une petite coche plus compliquée, un peu plus un plus gros puzzle de logique. Donc je serais bien curieux de l'essayer. Mais, pour être honnête, si on avait à refaire le duel, je pense que j'aurais un autre candidat que j'ai essayé récemment, qui s'appelle Paint the Roses. On va sûrement en reparler dans un épisode futur. De mon côté, j'avais défendu le jeu L'île au trésor, ou Treasure Island, qui était aussi un jeu de déduction, mais où on a une espèce on a une petite thématique, un contre tous, parce que on a les membres d'un équipage de bateaux de pirates qui sont à la recherche du trésor caché par Long John Silver. Long John Silver, c'est un des joueurs, en fait, qui est là aussi, qui lui décide où va être caché le trésor. Puis, il va devoir fournir des indices aux autres joueurs pour trouver où le trésor est sur l'île. La petite twist, c'est qu'à un certain moment, Long John Silver va pouvoir s'échapper et aller chercher son propre trésor. Fait qu'il y a intérêt à essayer de brouiller les pistes pour pouvoir aller chercher son trésor une fois qu'il s'est échappé de sa prison. La personne peut même mentir à quelques reprises. Exactement, parce qu'en fait, les indices, on peut pas donner les indices comme on veut. On a comme une sélection de cartes qui va nous être donnée pour pouvoir aider les membres d'équipage à trouver le trésor. À mesure que la partie va avancer, il y a certains de ces indices-là qui vont pouvoir être des mensonges. Long John Silver peut accumuler jusqu'à 2 jetons de mensonges, puis les placer vis-à-vis des cartes qu'il va mettre pour fausser les pistes puis justement désorienter l'équipage. C'est un jeu aussi où est-ce qu'il y a une thématique, un truc intéressant, c'est qu'on va vraiment barbouiller la carte. On a vraiment tout le monde a des crayons puis des outils de dessin, des équerres puis des compas pour pouvoir tracer puis dessiner sur la carte. Fait que ça finit par être tout barbouillé parce que on va exclure certaines zones de la carte à mesure que la partie va avancer. Puis ça, chaque joueur a aussi des indices qui lui sont personnels. Long John Silver peut donner des petits avantages à certains joueurs pour pouvoir après ça jouer des cartes qui sont moins moins révélatrices, dans le fond, qui sont plus floues. Fait comme ça lui donne une chance de plus de maintenir le suspense pour après ça aller lui-même chercher le trésor. Fait que c'est ça, c'est un jeu un peu de déduction un peu différent vu qu'on a les deux, tout le monde joue un contre l'autre, mais avec le un contre tous qui est ajouté à ça, moi je trouve que ça a une bonne petite twist. Ouais, c'est une gimmick intéressante, mais que je trouve qu'il s'essouffle un peu vite. C'est que c'est un peu tout le temps la même chose, puis tu sais, j'ai jamais vu Long John Silver gagner. C'est difficile de jouer à Long John Silver, puis c'est plus difficile encore si on joue à deux, là, en fait, ça, je pense que je l'avais spécifié, là, faut pas jouer à ce jeu-là à deux parce que la personne a trop d'indices. L'autre pirate a trop d'indices. Mais c'est ça, c'est cool, puis c'est vrai que j'ai pas vu Long John Silver gagner ben souvent. Ça, je vais malheureusement donner un petit point à Sam parce que j'ai sorti Search for Planet X beaucoup plus souvent que j'ai pu sortir L'île au trésor. J'aime les deux. Mais Search for Planet X est plus facile à sortir avec les groupes avec lesquels je me tiens. Fait que, petit point à Sam. Comme d'habitude. Oh. Good, fait que ça fait le tour pour notre duel de l'an passé. On va maintenant passer au plat de résistance. Le top 10. Je vais te laisser... En fait, avant que tu te lances dans ta voix d'écho, peut-être un petit mot sur comment j'ai fait ça. En fait, c'est les 10 jeux que si tu me donnes le choix entre 2 jeux lesquels je veux jouer, ben dans les conditions idéales, là, on s'entend. Là. Des fois, c'est dur de faire ces comparaisons-là quand on a un gros jeu avec un petit jeu de party, là, mais en conditions idéales, si j'avais le choix entre
une soirée, je jouais à ce jeu-là ou ce jeu-là, ben, celui qui est plus haut, ben, c'est lui qui serait mon choix. Puis c'est pas mal comme ça que j'ai fait ma liste. Mes 5 premiers, c'était vraiment clair, ça allait être quoi. Puis pour les positions 6 à 10, j'ai fait un petit pas meeple avec, je pense que j'avais au-dessus de 40 jeux. Puis, tu sais, au fur et à mesure que les comparaisons se sont faites, je me suis vite rendu compte que les positions 6 à 9, ça allait être quoi. Mais comme la position 10, là, ça aurait pu... je pense qu'il y aurait 10 ou 12 jeux que j'aurais pu mettre là, puis j'aurais fait comme, ouais, ça a de l'allure, tu sais. Ouais, des fois, c'est difficile de vraiment départager, tu sais, je l'aime-tu vraiment plus? Ou, tu sais, qu'est-ce que je trouve vraiment d'exceptionnel par rapport à un autre? C'est pas évident, des fois, on est comme tout pas loin, on a le même feeling, le même niveau de plaisir à peu près à jouer à ce jeu-là, fait que c'est difficile. Je comprends ton défi. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris celui que ça fait le plus longtemps que j'ai joué. Fait que c'est pour ça que j'ai le plus hâte d'y rejouer. Ah, parce qu'on aurait pu le voir autrement, t'aurais pu prendre celui que t'as joué le plus souvent, parce que justement, vu que tu le sors plus souvent, c'est parce que tu l'aimes plus. Ben, des fois, c'est pas juste une question de moi, tu sais. Comme je dis, dans les conditions idéales, fait qu'il faut que t'aies des joueurs qui, tu sais. Pour moi, les conditions idéales, c'est genre des joueurs qui connaissent le jeu. On n'a pas de teach à faire. On sort le jeu, on l'installe, puis on joue. Puis tu sais, tout le monde connaît le jeu, tout le monde a de l'expérience dans le jeu-là. Puis tu sais, souvent, je trouve que c'est là qu'on a le plus de fun, là. Pas que c'est pas le fun de découvrir des nouveaux jeux, là, mais surtout que mes jeux préférés, là, j'aime ça les rejouer encore et encore. Fait que de jouer avec d'autres joueurs qui sont au même niveau, c'est vraiment le fun. Ouais, ben c'est un autre jeu, là, parce que là, on n'est plus en train on fait moins de gaffes qui peuvent coûter cher, la tension souvent est plus élevée, les gens, ils savent qu'est-ce qui est payant, fait qu'ils vont aller vers ça. Ça élève le niveau de la game, là. Fait que Sam. Numéro 10. Est-ce que c'est Kemet? Non. Ah! Ben, Kemet est là. Je sais qu'il est là. Ah. Je n'en dirai pas plus parce que je veux pas m'auto-spoiler. En effet. Mais non, mon numéro 10, on en a parlé dans un de nos premiers épisodes. Je pense que c'était à l'épisode 5. Oh, ça me ramène à loin, ça. Puis je pense que j'y ai pas rejoué depuis ce temps-là. Puis ça, je disais, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Puis il y a une occasion dans l'année où j'aime ça le sortir d'habitude. Puis ça a juste comme pas à donner cette année. C'est une fête qui revient à la même date à tous les ans. C'est sûr que ça va pas bien, ça. Si tu es à ta fête, c'est-tu Game of Thrones? Non. Non, c'est une fête que tout le monde célèbre. Il y en a même qui célèbrent ça tout le mois. Même si c'est le dernier jour du mois. L'Halloween? Ouais. Donc, l'épisode 5, c'était du Halloween. Ah! Et mon choix avait été Dead of Winter, The Long Night spécifiquement. Donc, la version standalone / extension. Donc, c'est un jeu où il y a un apocalypse de zombies. Chaque joueur va avoir son petit groupe de survivants. On a une colonie, on a un objectif commun que tout le monde doit travailler ensemble pour accomplir, pour gagner la partie. Mais, pour gagner, il faut pas seulement réussir l'objectif de la colonie, il faut aussi réussir son objectif personnel. Fait que des fois, on va faire des actions un peu sous-optimales, puis là, les gens vont se dire, mais voyons, pourquoi qu'ils essayent pas d'aider la colonie? Mais c'est parce que faut que tu remplisses ton objectif à toi aussi avant de pouvoir finir la game avec l'objectif commun de la colonie. Puis ce qui fait en plus, qui fait que c'est plus louche, c'est que des fois, il y a un traître. Puis ça, c'est là où justement tu te dis, c'est-tu vraiment ton objectif personnel ou t'es en train de tout nous backstabber en allant chercher des munitions, tu sais? Pour nous tirer dans le dos, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui est super thématique, là. On a le système des crossroad cards, là, que comme pendant ton tour, il y a un autre joueur qui va piger une carte, puis comme dessus il va y avoir une condition. Puis là, si pendant ton tour, la condition est comme remplie, ben ton tour s'interrompt. Le joueur te lit une espèce de petite mise en situation. Là. Souvent, il y a un dilemme moral ou une situation qui arrive à ton groupe de survivants. Puis là, tu vas peut-être avoir un choix à faire. Ça se peut que le groupe collectivement ait un choix à faire, puis ça va avoir des conséquences sur la partie. Souvent, c'est un peu comme choisir entre manger un coup de pelle ou manger un coup de râteau.
Mais c'est ça qui est cool, c'est que les événements vont de très ridicules à vraiment sérieux, puis tu sais, ça peut... Il y en a même un qui te dit de genre partager un secret que t'as jamais dit aux gens autour de la table, tu sais. Fait que ça peut amener des discussions vraiment comme weird et sérieuses. Et tu sais, comme si t'es pas à l'aise avec ça, tu sais, le paquet il est épais, là. T'as moyen de tracher ces cartes-là puis de juste en piger une autre, puis moi ce que j'adore faire, en fait, c'est une genre de house rule, là, c'est qu'on garde juste les cartes qui auraient une chance d'être déclenchées dans ce tour-là. Parce que des fois, il y a des cartes qui requièrent un personnage spécifique soit en jeu. Fait que là, tu sais, si on la pige puis qu'on sait que le personnage est pas là, ben on la défausse puis on en pige une autre. Puis tu sais, c'est... Je trouve que c'est plus le fun quand il y a plus de chances que ces cartes-là se réalisent. Ouais, c'est ça, se déclenchent. Ça ajoute vraiment beaucoup de saveur puis un aspect narratif au jeu, mais sans être comme une histoire que tu te fais conter. Là. C'est comme juste des petits prompts pour que toi-même tu crées ta propre histoire. Puis je trouve que c'est ça qui fait les meilleures expériences narratives pour ce qui est des jeux, tu sais, des board games. Fait que moi celui-là, à toutes les fois, on a tout le temps comme notre propre film de zombies qu'on a fait. Puis tu sais, c'est que un peu comme quand tu joues à un jeu de rôle, là, t'as ta petite histoire à toi que tu peux le compter à du monde qui était pas là, puis c'est pas tant nice, mais pour ceux qui étaient là, tu sais, c'est tout le temps spécial, tu sais. C'est comme, moi je me rappelle la fois spectaculaire où David nous a backstabé au dernier tour. On était tout était beau, là. On avait tout calculé, on était prêt à gagner. On était sûr qu'il y avait pas de traite. C'était, tout roulait bien. David fait une espèce de master coup, puis il gagne. On était incrédules. Je capotais. Je dis, ça se peut pas. Tu nous as eu, mais tout le long de la game, on était sûr qu'il était safe. Puis il a fini ça. C'était grandiose. J'ai presque applaudi si j'étais pas que j'étais attristé par ma défaite. Donc voilà, c'était mon numéro 10, Dead of Winter, The Long Night. Numéro 9. Mon numéro 9, c'est aussi un jeu que j'ai défendu dans un duel. C'est quoi ta prédiction? War of the Rings. Non. Ah. Non, c'est un jeu avec un thème que je trouve... c'est cynique, mais c'est vraiment drôle. Un peu comme Dead of Winter, d'ailleurs. Là. Souvent, il y a des petits aspects comme ça. Là. Oh, je vois une petite étincelle dans tes yeux. Est-ce que tu as deviné de quoi je parle? Esprit. Ah, vas-y, j'ai lu sur le bout de la langue, là. Un jeu du designer Klaus Zock qui a été republié par Capstone Games. C'est un jeu The Estates. Ouais. Il a failli faire partie de mon top 10, celui-là. The Estates, c'est vraiment un très bon jeu. Je l'avais pas dans ce que je pensais que t'allais mettre, par exemple. Ah. Donc, Dead of Winter non plus, en fait. À date, je suis pas bon. Je l'avais dit, 5. Moi, si t'as 5, je vais être fier de toi. Mais bon, ouais, The Estate, c'est un jeu où on est des conseillers de ville corrompus qui essaient de se graisser la patte avec des projets de construction. Donc la ville nous délègue une tâche de construire 2 nouvelles rues, mais nous on se dit que si on en construit 3, ben comme c'est nous qui possèdent les compagnies de construction, on va s'enrichir. Mais là, thématiquement, pendant la partie, la ville, elle découvre le poteau rose. Fait que dès qu'il y a 2 rues de compléter, ben la 3e rue qui est encore en cours de construction, ben elle va valoir des points négatifs aux joueurs qui sont investis dans cette rue-là. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est pas nécessairement tout le temps toi qui décides dans quelle rue que tu vas t'investir. Parce qu'à chaque tour, on va mettre un bloc aux enchères, puis dans le fond, les blocs, ils ont différentes couleurs, puis la première personne qui gagne une enchère pour un bloc jaune, ben c'est cette personne-là qui va posséder tous les blocs jaunes après. Fait qu'à toutes les fois qu'un bloc jaune est mis aux enchères, ben c'est pas nécessairement elle qui va gagner l'enchère. Fait que c'est la personne qui gagne l'enchère qui va décider où est-ce que ce bloc-là va. Fait que ça se peut que si les gens voient que je suis en train de mener, puis que j'ai 2 rues qui vont bien, puis qui ont l'air partie pour être complétées, ben les gens se mettent à acheter mes blocs, puis ils mettent dans une 3e rue qui a aucune chance de se fermer, parce qu'on peut aussi rallonger ou raccourcir les rues selon les enchères qu'on gagne, tout ça. Puis tu sais,
C'est un jeu qui est très simple, c'est une économie qui est fermée, on a un nombre fixe d'argent dans le jeu, puis on fait juste se l'échanger pendant la partie. Quand que je gagne une enchère, je dois toujours payer quelqu'un d'autre pour avoir le droit de placer la pièce que je viens de gagner. Fait que tu sais, on fait juste se passer l'argent au final, on peut en sortir. Ça va être comme des points en fin de partie, mais tu sais, il y a pas de nouvel argent qui arrive. Là. Fait que si t'es riche, c'est parce que t'as mis les bonnes pièces aux enchères ou t'as mis les bons prix puis les gens ont décidé de te payer, tu sais. Puis de savoir quand c'est le temps de dépenser, quand c'est le temps de justement parce que quand tu dépenses trop, ben après t'es vulnérable parce que tu peux plus accoter les mises des autres, puis en tout cas c'est hyper simple mais complexité stratégique incroyable, puis tu sais c'est comme tu finis la partie puis tu pourrais quasiment repartir une autre puis t'aurais une game complètement différente parce que puis ça serait le fun parce que c'est pas long là, tu sais ça prend quoi 40-45 minutes une partie. Puis tu sais d'une fois à l'autre, ça va être des games complètement différentes. Là, j'en ai vu qui sont gagnés à vraiment beaucoup de points, puis j'en ai vu que ça s'est gagné où qu'on était tous dans le négatif, il y a aucune rue qui s'est fermée, puis c'est juste la personne qui possédait le moins de buildings qui avait comme mis en paradis fiscaux le plus d'argent qui a fini par gagner, tu sais. Ouais. J'aime aussi l'aspect qu'on peut jouer le rôle du fouteur de merde assez solidement. Parce qu'il y a moyen de ne posséder aucune compagnie, puis de justement planifier que toutes les rues se ferment pas, puis que ta game, c'est juste de scraper la game des autres. Je trouve ça assez comique. C'est difficile de gagner comme ça, mais quand tu gagnes comme ça, c'est particulièrement satisfaisant, puis Faut que t'aies deux joueurs qui essayent de faire ça, tu sais. Indépendamment au compte que tu joues, parce que c'est un jeu qui peut jouer de 2 à 5, là. Peut-être plus 3 à 5, là, dans les faits, là. À 2, en tout cas, je pense pas que j'essaierai à ce compte-là, là, mais 3, 4 ou 5, là, c'est excellent. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que c'est un jeu que j'ai sorti vraiment souvent dans la dernière année. Puis à toutes les fois que je le joue, j'adore ça. Fait que il a vraiment grimpé, là. Je pense que si on avait fait l'exercice l'an passé, il aurait probablement pas été dans mon top 10, mais tu sais, je l'ai rejoué à PAX Unplugged, je l'ai joué à Estrijou. On l'avait joué au Joker avec les Patreons de Professeur Board Game plus tôt cette année. Puis à chaque fois, moi j'ai trippé là, fait que ouais, ça sort facilement, c'est super facile à apprendre, puis tu sais c'est drôle là, on est tout le temps en train de niaiser, puis tu sais c'est comme t'as acheté mon cube, check-moi bien, mettre un toit sur tes affaires puis que ça se finira pas. Tu sais il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs à côté du jeu comme tel, puis c'est sympathique. Donc, c'était mon numéro 9, The Estates. Numéro 8. Mon numéro 8, j'ai un petit peu honte. En fait, maintenant que j'ai dit ça, ta prédiction? T'as un petit peu honte. Ok, ça me fait drôle, ça. Est-ce que c'est The Crew? Non. Si bon. 0 en 3. Ça va pas T'es bien. bien parti, mon ami. Ouais. Non, j'ai un petit peu honte parce que c'était un jeu #Team Vince. Oh. Ok. Est-ce que c'est pas... Ok, un indice de plus. Un petit indice. C'était un de nos premiers épisodes, je pense que c'était l'épisode 7. Les nombres, je suis pas bon. Ouais. Mais c'est parce que je te dis le thème, tu vas le savoir tout de suite. Ouais, c'est sûr. Attends, épisode 17. C'est un jeu qui aurait pu être dans le duel de l'an passé aussi. Et ça pouvait être déduction. Oh, attends. C'est-tu Chronicles of Crime? Non, ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'on en a parlé. Oh my god. C'est un jeu qui est un peu une parodie. Alchemist? Ben oui! Ouais, Alchemist! Hey, c'est drôle parce que je m'étais dit au début, ça peut être Alchemist. Mais je me suis dit, non, ça peut pas être ça, tu sais. Ben, me voilà, faut revoyer. Donc, un jeu du designer Matthews Cottery est publié chez Check Game Edition. Puis comme je disais, c'est un peu une parodie du milieu académique scientifique, dans lequel on est des universitaires, mais au Moyen Âge, puis notre spécialité, c'est l'alchimie. Fait qu'on va mélanger des potions, puis selon les résultats que ça donne, on va pouvoir déduire c'est quoi les propriétés des différents ingrédients qui sont disponibles dans le jeu. Puis à
attaché à ce gros puzzle de déduction-là, on a un placement d'ouvriers assez... Ben, non, en fait, il est pas tant classique parce que on va placer nos ouvriers, mais on va pas comme faire les actions tout de suite. Ils vont toujours s'exécuter dans un ordre prédéterminé. Donc, si c'est comme ramasser des ingrédients, c'est la première chose qui va se passer. Après ça, on peut essayer de vendre des potions, faire des publications, parce que dans ce jeu-là, il faut publier nos résultats, là, un peu comme les scientifiques font dans la vraie vie. Puis comme dans la vraie vie, il faut payer pour publier. Puis plus on fait de publications, ben plus on peut aller chercher des grants ou des octrois. Donc, quand on a assez de publications sur un sujet, on peut aller chercher de l'argent pour financer les recherches futures. Fait que ça incite les gens à bullshiter puis à publier n'importe quoi. Exactement. Puis c'est ça l'affaire, c'est que tu peux le faire, mais à un moment donné, on va s'en rendre compte. Mais c'est ça, le jeu fait en sorte que tu peux comme... Si t'es pas 100% sûr, tu peux comme t'arranger pour que ça soit pas trop punitif si tu te trompes. Ou tu peux prendre une chance puis là dire je suis vraiment certain puis ça va valoir plus de points si je me trompe pas, mais si je me trompe par contre, là je vais m'en prendre plein la gueule. Ouais, parce qu'on peut faire la démonstration que tu t'es trompé. Puis c'est là que ça va pas bien. C'est ça, mais tu peux toi-même démontrer que tu t'étais trompé plus tôt, puis tu sais, c'est... Au final, si t'avais mis que t'étais pas sûr sur une affaire, puis que c'est cette affaire-là qui était pas vraie, ben, t'es correct, tu perds pas trop, tu sais. Fait qu'il y a un petit aspect de pousse ta chance, justement, avec de pousse ta chance de déduction, puis il y a un placement d'ouvriers qui est super tight, là, t'as pas beaucoup de ressources, t'as pas beaucoup d'ouvriers, c'est tough d'aller... Tu sais, chaque action compte pour aller chercher de l'information, pour faire tes déductions, puis pour comme prendre un petit edge sur la compétition. Donc c'est vraiment très bon comme jeu. Il était disponible sur Boîte à jeux, là, qui est comme une espèce de site qui ressemble à BGA, mais qui malheureusement a cessé d'exister cette année. Fait que c'est un jeu que je jouais beaucoup en ligne. J'avais souvent une partie en tour par tour. Tu sais, que je prenais mon tour de temps en temps, puis là, comme c'est plus possible, fait que j'espère qu'il va arriver sur BGA éventuellement, parce que c'est un excellent jeu qui est, c'est pas si facile que ça à sortir, parce que, tu sais, c'est pas un... Moi, le thème vient me chercher parce que j'ai travaillé, puis je travaille encore dans ce milieu-là, mais tu sais, c'est pas nécessairement ça qui va accrocher monsieur, madame, tout le monde, là. Fait que, tu sais, sur la table, il sort pas si souvent que ça, mais toutes les fois que j'y joue... J'adore ça. Puis je trouve qu'en tour par tour, c'est quasiment mieux parce que t'as vraiment le temps de faire tes déductions comme il faut, puis de tester des hypothèses, puis comme de te casser la tête vraiment longtemps, puis tu fais pas chier personne parce que tu prends 20 minutes à jouer ton tour, tu sais, parce que c'est du tour par tour, fait que c'est correct, c'est pas grave. Fait que ouais, c'est le seul hashtag Team Vince dans mon top 10. Oh, ça c'est un autre indice. Mais ouais, belle surprise. J'aimais aussi l'aspect. Je trouvais que l'application était bien faite, là, justement pour pouvoir te guider puis garder le mystère tout en ayant les réponses. C'est vraiment bien fait comme petit jeu. Comme petit jeu, ben, c'est un moyen jeu. Ouais, c'est quand même moyen lourd même. Ouais. Parce que au début, le système de déduction, un coup que tu l'as compris, c'est pas si compliqué que ça, là, mais comme la première fois, là, puis l'expliquer à des nouveaux joueurs, c'est pas tout le temps évident. Numéro 7. Prédiction pour mon numéro 7. Bon. Je vais dire, je pense que tu l'auras pas. Je l'aurai pas parce que c'est Rift Force? Non, Rift Force était dans les candidats qui auraient pu être 10e, par exemple. Ah, fait que bon. Il y en a au moins un à date que j'étais pas loin. Peut-être j'en ai nommé qui sont plus hauts, hein. Peut-être aussi. Non, c'est un jeu que j'ai découvert cette année. Est-ce que c'est Skyteam? Non plus. Mais ça serait par contre mon jeu préféré de 2023. Autre spoiler, il y aura pas de jeu de 2023 sur ma liste. Non, c'est un jeu pas mal plus vieux. On en a pas parlé dans un duel, mais on en a parlé sur le podcast, par exemple. C'est-tu El Grande aussi? Non. Non, ça, on a fait un duel dessus. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas aussi vieux qu'El Grande, mais c'est à peu près aussi beau
et beige. Et c'est un jeu qui est ressorti récemment récemment. Ça fait déjà 3 ans, là, mais dans une édition Big Box avec les extensions. J'allais dire, je pensais que c'était Brian Boru, mais c'est pas ça. Non, c'est un jeu du designer Andreas Tedding, puis publié par Pegasus Spiel. C'est Hansa Teutonica. J'aurais jamais deviné. Ouais, c'est ça que je me disais. Mais c'est ça, j'y avais joué une fois au printemps, on en avait parlé sur le podcast, puis tu sais, j'avais dit que j'avais aimé ça, puis tout ça, puis depuis ce temps-là, j'ai rejoué une fois en vrai, j'ai commencé à y jouer en ligne, là, il y a une implémentation en ligne qui est comme pas top, là, mais qui fonctionne, là. Genre, faut pas que t'apprennes le jeu comme ça. Mais si tu sais déjà jouer, ça marche quand même bien. Mais tu peux pas jouer avec des randos, là, parce que comme c'est des liens, puis n'importe qui pourrait se connecter puis aller comme jouer ton tour. Fait qu'il faut que tu fasses confiance aux gens avec qui tu joues, mettons. Là. Mais bon, ça marche quand même. Puis sur la table, c'est vraiment aussi bon que c'est laid. Mais en fait, je dis ça, là, il est pas si laid que ça. C'est juste un style comme drabe, beige, puis un peu plate, là. Mais tu sais, le thème, c'est qu'on est des postiers / marchands en Allemagne au Moyen-Âge. Puis on essaie de faire des chemins entre les villes. C'est comme tous les héros du monde, là. Puis sur la boîte, même, il y a un monsieur blanc qui a l'air fâché, parce que c'était ça la tradition des héros dans le temps. Mais c'est un jeu qui est tellement interactif, puis tellement dans ta face, mais comme de façon passive-agressive. Tu sais, il y a pas de conflit direct, il y a pas d'affaires que je vais te voler tes affaires, mais l'idée c'est que tu vas placer des cubes sur les cases qu'il y a entre les différentes villes. Puis un coup que tu as rempli ta ligne, ben là tu peux comme faire de quoi. Soit que tu places un cube sur une des deux villes que tu as reliées, ou soit que tu t'améliores ton tableau. Puis là, ça va te donner comme plus d'actions ou des actions plus fortes quand tu fais une action spécifique. Mais l'affaire, c'est que souvent, ça prend 3, 4, 5 cubes pour relier deux villes. Puis tu sais, au début de la partie, t'as 2 actions. Fait que tu peux juste en placer 2. Si toi t'en places 2, ben moi je viens en placer un après dans la même route. Mais si tu veux compléter la route, ben faut que tu me tasses de là avant. Puis là, quand tu me tasses, toi ça te coûte plus cher. Puis moi, ça me permet de placer ce cube-là que tu viens de me déplacer, puis d'en rajouter d'autres. Fait que j'ai vraiment intérêt à aller bloquer les points chauds, les points contestés, les points que les autres veulent faire, parce que de me faire tasser, ça me permet de rajouter plus de cubes sur le board au final, donc ça me permet d'économiser mes actions, tu sais. Fait que c'est vraiment un jeu de fouteur de trouble, là. C'est vraiment, t'es là pour nuire aux autres, puis t'enrichir à leur dépens beaucoup. C'est pas mal ça, fait que je pense que t'aimerais ça toi aussi. Ouais, en tout cas, ça, présenté comme ça, moi, ça m'intéresse. Fait que c'est ça, c'est un jeu c'est pas compliqué. Ça prend pas genre 1 heure à expliquer, ça prend à peu près 1 heure à jouer. Puis comme, tu sais, la première partie que j'ai joué, on a refait une deuxième tout de suite après, tellement que on a les 3 aimé ça, puis tu sais, j'ai comme, il est sorti, le go, on repart, puis tu sais, c'était même pas le seul jeu qu'on avait joué dans la journée ou dans la soirée, mais on était quand même partant pour le refaire une autre fois. Puis quand on s'est réunis, le même groupe, quelques mois plus tard, ben, tu sais, une des choses que j'ai dit à Julien, c'est comme, amène-les à Hansa Teutonica, je veux leur jouer, tu sais. Puis il était comme, yes! Parce que lui, en plus, avec son groupe d'amis qui joue plus souvent, c'est comme lui qui l'aime le plus, puis les autres, ils l'aiment un peu moins. Fait qu'il était bien content de pouvoir leur sortir avec nous autres, là. Fait que c'est ça, si je peux mettre la main sur une copie, je te le ferai essayer, puis potentiellement qu'on l'aura dans un duel futur, mais c'est un big riser pour moi, une belle découverte cette année, puis c'est pour que je l'ai joué juste 2-3 fois, mais qui tombe dans mon top 10. Si haut, c'est ça. Ouais, c'est ça, Puis dans ton top 10 clair, là, tu disais que ta 10e position, elle pouvait bouger un peu, là, mais que là, il soit vraiment, il est là pour vrai, c'est pas pire, ça donne envie. Je suis curieux d'essayer. Numéro 6. Mon numéro 6, avant que tu fasses la prédiction, c'est un jeu qui est tellement bon qu'ils me l'ont fait acheter 2 fois.
Oh my god. Ben là, c'est pas... Ah, c'est The Crew? Non? T'as acheté les deux versions? Oui, mais c'est pas ça la réponse. C'est pas Guards, là. On s'entend, t'as acheté Guards, puis t'as acheté Guards 2, mais ça, c'est pas, on n'est pas là. On n'est pas à C'est Guards pas ça encore. non. J'aurais été choqué si ça avait été Guards. J'aurais fait comme, quoi? Ouais. Sam, tu m'as trahi. Ben, t'as trahi tous nos auditeurs pendant tout ce temps-là. Deux fois. J'ai pas encore reçu la deuxième fois. C'est-tu Marvel Champions? Non plus. Je sais que lui s'en vient, là. C'est pas mal sûr qu'il va venir. Oh! Je le sais, je l'ai, là. C'est Cyclade. Ouais! Mettons qu'on te le donne 1.5 sur celui-là, parce que je t'ai quand même donné beaucoup d'indices. Ouais, ça a pas été facile. Et en plus, tu m'en as parlé. Quand la campagne a commencé, tu t'étais hésitant. Fait que c'est ça, tu sais, t'hésitais, puis là, tu t'es dit à un moment donné, go. J'y vais. C'est ça, parce que je me suis dit, je vais essayer la nouvelle version, puis après, ben, je pourrais vendre la version que j'aime le moins dans les deux, parce que ils ont fait une nouvelle édition sur Kickstarter plus tôt cette année. Donc, des auteurs Bruno Catala et Ludovic Maublanc. L'édition originale avait été publiée par Matago, et la nouvelle édition est publiée par Open Sesame Games. Je pense que c'est un des premiers jeux qu'ils ont publié. Donc, ils ont récupéré les droits, les auteurs ont retravaillé sur le jeu, puis il y a un nouvel artiste qui est Miguel Coimbra, qui est lui qui avait fait Rift Force aussi. C'est une édition revampée, revigorée. On a pris certains éléments des extensions, parce qu'il y a beaucoup d'extensions pour Cyclade. Là, on avait Hades, on avait Titan, puis on avait quelques autres qui s'ajoutaient à ça, qui changeaient quand même radicalement l'expérience, là. Fait que ce qu'on nous dit, c'est qu'on a pris les meilleurs éléments de ces extensions-là, puis qu'on les a intégrés au jeu de base ici pour avoir la meilleure version de Cyclade possible. Est-ce que ça va être le cas? Ça va être à voir, parce que moi je trouve que la première édition c'était vraiment un jeu fantastique. Donc c'est un jeu de troupes sur la carte, où on va avoir une espèce d'archipel d'îles des Cyclades, justement. Puis dans le fond, il va y avoir comme différents dieux qui vont nous permettre de faire les différentes actions. Donc on a Poséidon qui nous permet de mettre des bateaux, puis de déplacer nos bateaux pour essayer de relier les îles entre elles, pour après ça pouvoir déplacer nos armées d'une île à l'autre. On a Arès qui nous permet de justement placer des nouvelles unités puis les déplacer pour attaquer les autres joueurs si nos bateaux sont bien placés. Puis on a quelques autres dieux comme ça qui nous permettent de faire les différentes actions du jeu. Puis dans le fond, comment ça marche, c'est qu'à chaque tour, on va avoir une espèce d'enchère. Puis les joueurs vont pouvoir miser sur quel dieu ils veulent invoquer ce tour-là, si on veut. Donc, c'est quoi les actions qu'on va pouvoir faire. Puis c'est la personne qui mise le plus sur ce dieu-là qui va faire cette action-là, ce tour-là. Donc, si Vince gagne Arès puis attaque, ça veut dire que personne d'autre va pouvoir attaquer avec des troupes au sol ce tour-là. Fait que on a un aspect économique qui est vraiment important. Puis il y a même un des dieux qui est comme tout le temps en jeu puis qui permet de pas faire grand-chose, mais de rajouter de la valeur au territoire qu'on contrôle déjà, dans le fond. Puis qu'à chaque tour, ce territoire-là va nous rapporter de l'argent. Donc, on fait rien ce tour-ci, mais on se donne les moyens dans le futur de potentiellement avoir des poches plus profondes, fait que de pouvoir faire l'action qu'on a vraiment besoin de faire, tu sais. Puis on a aussi comme un paquet de cartes de créatures mythologiques ou d'effets one-shot, dans le fond, qu'on peut acheter avec notre argent, justement, puis qui nous donne des pouvoirs mais qu'on peut utiliser juste une fois, puis juste quand on achète la carte, qui sont vraiment forts, puis qui peuvent être comme des game breakers, là, tu sais, ça te permet de faire une attaque gratuite ou de rajouter une créature qui va vraiment booster la force de ton armée, puis empêcher l'autre de t'attaquer. Fait que cet aspect-là est vraiment cool parce que c'est peut-être pas le dieu le plus intéressant qui va
agir en premier ce tour-ci, mais si je prends ce dieu-là, je suis sûr que je vais aller chercher la carte mythologique que tout le monde veut, tu sais. Fait que là, ça vaut-tu la peine, ou je suis mieux d'attendre pis d'aller chercher le dieu qui a l'action que je veux vraiment faire, tu sais. Fait que c'est un jeu qu'on a parlé il y a très longtemps, c'est dans notre épisode 3. Puis malheureusement, je pense pas y rejouer depuis. Si tu y as joué, c'était pas avec moi. Je suis surpris, parce que si Cyclade est là, ça veut dire que ça me surprendrait que Kemet soit là. Tu es en train de me dire que tu préfères Cyclade à Kemet? Ou tu réponds pas parce que là, je viens de te coincer. Parce que Kemet est là. Fait que, ok, ça me va. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est cool. C'est un jeu que je me rappelle, on avait joué à deux une fois, puis j'avais vécu une mauvaise expérience. Mais encore une fois, je pense qu'on n'avait pas joué avec les bonnes règles. Ouais, on avait fait une petite erreur à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est quand même un jeu où on est proche, tu sais. Tout le monde est assez collé aussi parce qu'il y a pas, les îles sont pas grosses, beaucoup d'agression, beaucoup de tension. Ouais, puis tu sais, oui, il y a le côté contrôle du territoire, puis grosse armée, puis on se rentre dedans, puis on brasse des dés, mais tu sais, les combats, tu sais, oui, il y a des dés, mais si t'as une plus grosse armée, t'as vraiment beaucoup plus de chances de gagner que l'autre, pis c'est pas comme Risque, là, où ce que un gars peut résister vraiment longtemps, puis décimer l'armée adverse. Puis il y a le petit côté euro, justement, de gérer ton économie, puis de savoir quoi miser quand, puis tu sais, fait que pourtant ça va chercher comme la crowd plus euro, mais ça reste que c'est du contrôle de territoire, puis tu sais, toi puis moi on tripe sur ce genre de jeu là, mais malheureusement c'est comme pas tout le monde qui les aime ces jeux là non plus. Fait que c'est peut-être juste pour ça qu'il est pas ressorti. Je pense qu'il est un petit peu plus compliqué à expliquer que Kemet ou Inish aussi, fait que c'est peut-être pour ça que tu sais, il est pas si compliqué que ça, mais faudrait que je relise les règles avant d'y rejouer. Versus, tu sais, Inish ou Kemet, je peux le ressortir comme ça, puis tu sais, après 5 minutes, je vais me rappeler de tout, puis je vais être capable de l'expliquer. Tandis que ceux-là, les jouer peut-être un peu moins souvent, fait que demande un peu plus de préparation, puis je pense que c'est juste pour ça qu'il a peut-être été moins joué, là. Mais j'espère le jouer en 2024, puis j'ai hâte de voir la nouvelle édition aussi. Que ça va peut-être plus en 2025. Mais bon, on verra. Il y a des Kickstarter qui arrivent en avance des fois, ça arrive. C'est pas la norme, là, mais... Ça arrive. On a parlé au dernier, les 2 épisodes, là, de Nova Roma, je l'ai reçu d'avance. Numéro 5. J'ose pas deviner parce que j'ai peur de me répéter, mais ça veut dire que là, dans la liste que j'ai, il y en a plein qui étaient pas là pour vrai. Fait que, je te connais pas si bien que ça, Sam, ça va. Ou un indice, peut-être? Ouais, un petit indice. Ouais, c'est un jeu que t'as déjà nommé plusieurs fois aujourd'hui. Ah, c'est-tu Kemet? Oui! Oh! Bon, moi, je m'étais pas trompé, je m'étais pas trompé. Il était là. Kemet, un jeu tellement bon que j'ai pas voulu l'acheter une deuxième fois. Parce que lui aussi, il y a eu un deuxième Kickstarter, il est sorti en 2012 la première fois, publié par Matago, puis là, Matago l'a republié, puis pour moi, c'était pas clair qu'est-ce que ça améliorait, leur nouvelle version, tu sais, il y avait déjà sorti un Kemet 1.8, où ce que là, il y avait comme updaté les règles, tu sais, il y avait juste rendu ça disponible sur BGG, puis tu sais, c'était facile de passer à cette version-là, d'améliorer le jeu de base, de l'essayer. C'est ça, tu t'avais pas de nouveau matériel, c'était juste des règles légèrement différentes, des petits tweaks, là. Presque rien. Puis là, on dirait qu'ils ont annoncé le Blood and Sand, où ce que là, ils ont changé un peu plus les cartes, mais tu sais, ça restait le même principe. Puis j'étais comme, j'aime déjà beaucoup Kemet. Je pense pas que j'ai besoin de la nouvelle version. Puis d'ailleurs, je l'ai toujours pas essayé, là. Puis je pense que la différence, c'est que quand ils ont annoncé Kemet, on n'avait pas commencé le podcast encore. Tandis que Cyclade, on le faisait déjà depuis un bout, puis tu sais, je me disais, tu sais, c'est un jeu qu'on a déjà parlé, mais que, tu sais, je pense que je suis dans une position où je peux vraiment critiquer lequel qui est meilleur entre les deux, puis peut-être que ça va être utile à certaines personnes qui nous écoutent. Fait que
c'est un peu pour ça que je me suis convaincu de me l'acheter, même si je l'ai déjà, tu sais. Ouais. Pour le podcast. C'est ça. Donc c'est ça. Kemet, c'est un jeu, un autre contrôle de territoire, troupe sur la carte, on se tape sur la gueule, puis on vénère des dieux, mais cette fois-là, c'est des dieux égyptiens. D'ailleurs, ils ont, vu que c'est la même compagnie qui fait les deux, ils avaient sorti une extension crossover pour que tu puisses utiliser tes miniatures de un dans l'autre, puis qu'il y avait les cartes ou les tuiles pour que ça fitte, là. J'ai jamais essayé d'ailleurs. Parce que souvent, quand je joue à ces jeux-là, je suis pas chez nous, fait que comme je vais pas traîner les deux boîtes juste pour Ouais, pis ça, avoir les mini qui... ça brise un peu l'immersion, là. Tu sais, t'es dans un contexte, tu sais, de l'Égypte, les pharaons, tu sais, tu t'attends à avoir des gros scorpions pis des momies. Fait que là, quand t'as un cyclope qui arrive sur le board, t'es comme, t'arrives d'où, toi, d'où? Puis c'est un jeu où on va commencer de manière symétrique, mais qu'on va développer notre asymétrie parce que tout le monde va comme s'acheter des pouvoirs au fur et à mesure que la partie avance. Donc on a comme dans le jeu de base 3, puis maintenant 4 couleurs de pyramide qu'on peut posséder, puis plus notre pyramide va être élevée, dans le fond, plus on va avoir accès à des tuiles de pouvoir qui vont être de mieux en mieux. Puis, encore une fois, on a un petit aspect économique où ce qu'on a une ressource qui est comme des points de prière qui permettent justement d'améliorer notre pyramide, de recruter des nouvelles troupes, puis d'acheter ces tuiles de pouvoir-là. Puis, ces tuiles-là, c'est vraiment ça qui est le cœur du jeu parce que ça va comme modifier la force de nos armées ou dans certains cas, ça va nous permettre de recruter, de parler des momies puis des scorpions géants, donc des créatures mythologiques qu'on va pouvoir intégrer à une seule armée, puis qui, dans le fond, c'est des pouvoirs vraiment forts, mais que plutôt que s'appliquer à toutes nos unités, ben ça s'applique juste à l'armée avec laquelle cette créature-là est, tu sais. Puis c'est un jeu de combat où ce que on peut pas vraiment faire la tortue, là. Tu peux pas comme juste te bâtir une grosse armée puis rester dans ton coin puis comme attendre puis après ça comme te répandre. C'est bam bam bam, on est tous vraiment proches les uns les autres. Là, il y a comme une espèce de système que tu peux te téléporter à des obélisques, puis les obélisques, il y en a un peu partout sur la carte. Fait que t'es tout le temps comme à 2 moves de tout le monde. Ouais, puis t'as vraiment intérêt à attaquer parce que t'as une notion aussi de points permanents puis de points temporaires. Puis un des rares points permanents qu'il y a, c'est issu des combats. Fait que Des combats où ce que t'es l'attaquant. Ouais, c'est ça, justement. Fait que faut que t'attaques, t'as pas le choix. Ben, en tout cas, si tu veux, tu peux pas aller attaquer parce que tu feras pas assez de points juste en contrôlant puis tu vas falloir que tu tasses quelqu'un à un moment donné. C'est ça, puis comme les endroits qui donnent des points, sinon, tu sais, il y en a pas tant que ça, puis ils sont hautement contestés, là. Fait que si tu veux aller le chercher, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va essayer de venir te l'enlever, tu sais. Puis c'est ça. Pourquoi il est plus haut que Cyclade? Ben, je pense parce qu'il a sorti plus souvent. Il est plus facile à montrer, comme je disais tantôt. Fait que j'ai été capable de jouer 2-3 fois cette année. Puis à toutes les fois, c'est vraiment génial, là. Puis tu sais, comme je disais, là, je ressens même pas le besoin d'aller chercher la nouvelle version, là. De toute façon, de ce que j'ai entendu, elle est pas nécessairement mieux. Fait que il y a des trucs qui sont mieux, d'autres moins bons. C'est comme un genre de side grade, là. Fait que je suis bien content de rester avec mon ancien Kemet, puis je serais bien curieux d'essayer l'extension Tassetti que tu peux jouer. Non. 7. En tout cas, une des deux extensions qui fait que ça vire le jeu en un contre tous. Fait que t'as comme un joueur qui a accès à juste... Il y a son marché de tuiles pis de pouvoir spécial juste pour lui ou elle, puis comme qui est vraiment OP. Mais tous les autres joueurs sont ensemble contre ce joueur-là. Tu sais, il y a comme... Je pense qu'il y a différentes façons de faire des points. Puis il y a un aspect de coopération, parce que dans le fond, tu peux comme faire des armées mergées. Là. Donc si les deux on est ensemble, ben si sur un territoire il y a tes unités puis mes unités, ben cette armée-là, elle va avoir les bonus de nos deux tuiles combinées. Fait qu'il y a une manière de faire des wombo combos puis D'avoir des armées qui ont vraiment plein de pouvoirs pis qui sont ultra puissantes.
C'est ça, pis tu sais, si on est 3-4 joueurs dans l'équipe, ben ça commence à faire beaucoup de pouvoirs potentiels qui peuvent s'appliquer à cette armée-là, tu sais. Pour contrebalancer le fait que l'autre joueur tout seul, il y a des pouvoirs complètement cassés, tu sais. Ouais, j'imagine que t'as pas le choix non plus. Si les autres peuvent se combiner, ben il faut que t'aies une puissance équivalente. Ça doit être assez cataclysmique comme puissance, comme habilité. C'est ça, fait que ça a l'air vraiment cool, mais tu sais, je jouerais pas à ça avec des nouveaux joueurs, tu sais. Faut que ce soit du monde qui ont déjà joué avec Emmett, qui connaissent le jeu un petit peu, fait que c'est pour ça que ça a jamais donné. C'est tout le temps au moins une personne qui a jamais joué, fait que on est comme, bah ben, on va faire la partie normale. Numéro 4. Là, je suis pas mal confiant, là. C'est Gloomhaven. Non! Ah! Ben, sinon, c'est Marvel Champions. Oui! Donc, Marvel Champions, The Card Game. Donc, de Michael Boggs, Nate French et Caleb Grace. C'est un living card game, donc un modèle que d'habitude, j'aime pas bien. Donc, un jeu de cartes dans lequel il y a une game en dehors de la game, où on va se construire un deck, puis après ça, qui va être, dans le fond, un héros de l'univers de Marvel. Puis on a comme 4 aspects, si on veut, 4 classes qu'on peut donner à ces héros-là. Donc on peut être en agression pour faire beaucoup de dommages, en défense pour se protéger puis protéger nos alliés, en justice pour déjouer les plans machiavéliques du super vilain, ou en leadership pour avoir plus d'alliés puis comme buffer soit les cartes alliées qu'on joue devant nous ou les autres joueurs carrément. Parce que c'est un jeu qui est coopératif. On va être tous contre le jeu, donc si on joue à plusieurs, chacun va avoir son héros, son deck préconstruit, puis on va se choisir un vilain, un scénario, puis qu'on va aller affronter. Puis c'est un jeu qui est très modulaire, là. Dans le fond, chaque vilain vient avec son module suggéré pour on a comme un paquet de cartes standard, si on veut, un paquet de cartes du vilain, puis chaque vilain généralement vient avec un module, mais ce module-là, on pourrait le mettre avec n'importe quel autre vilain, tu sais. Fait qu'on peut comme customiser notre expérience. Ça sera peut-être pas tout le temps super balancé ou super thématique, mais ça peut nous donner des trucs un peu loufoque, là. Je sais que Pat de Un Board Game Presque Parfait aime beaucoup jouer, par exemple, contre Rhino avec le gant de l'infini, mettons. J'avoue que ça fait pas très... En tout cas, c'est pas très en accord avec les comics, mais ça doit être drôle. Ouais, puis je pense que c'est quand même assez tough aussi. Parce que le gant de l'infini, on s'entend que c'est pas un petit module facile qui... Mais c'est ça, fait qu'on a comme... Dans la boîte de base, 5 héros, 3 vilains. Fait que déjà là, il y a beaucoup de stock pour s'amuser avec, puis beaucoup de combinaisons possibles, surtout si tu penses à toutes les paires de héros possibles, puis à tous les aspects que... C'est à cette carte pour construire plusieurs types de decks, là. Tu sais, il y a des decks préconstruits. À toutes les fois que tu achètes une boîte, tu sais, il va y avoir des decks préconstruits pour chaque héros, mais il y a rien qui t'empêche de, tu sais, comme modifier ces cartes-là. T'as des cartes d'extra que tu peux rajouter, puis là, comme à chaque pack que t'achètes, oui, il y a le deck préconstruit pour ce héros-là, mais il y a des cartes qui sont pensées pour Marcher bien avec fitter avec les autres héros, ou d'autres aspects. Fait que c'est ça qui me tanne un peu, puis de tout ce modèle de LCG-là. Mais tu sais, au moins, c'est pas comme l'Orcana ou Magic, que là, tu t'achètes des paquets pis tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Là. Au moins, quand t'achètes un paquet, tu sais exactement c'est quoi les cartes qu'il y a dedans, puis tu sais, ça va être ça, puis that's it, tu sais. Ouais, puis tu paieras pas une fortune pour la carte, tu sais. Super rare, non, c'est ça. Tu vas payer une fortune parce que tu vas acheter plein de héros packs, pis plein de scénarios, plein de vilains, plein de campagnes. Tu sais, ils sont rendus à je sais pas combien de boîtes. Il doit y avoir une vingtaine de héros, à peu près autant de vilains. Tu sais, les combinaisons sont presque infinies. Puis ce qui est cool, c'est que tu sais, les héros, ils ont vraiment leur personnalité. Tu sais, comme Captain America, ben, tu sais, il a son bouclier qu'il peut utiliser pour
protéger les autres, fait qu'il est vraiment bon en protection, mais tu sais, il y a des aspects où il peut être super bon en leadership aussi. Tu sais, Iron Man, il commence faible, mais là, tu sais, au fur et à mesure que la partie avance, tu bâtis ton armure, puis tu rajoutes plein de cartes en avant de toi, puis tu deviens de plus en plus fort. Récemment, ils ont sorti Deadpool, qui doit faire plein de fourth wall break, puis Là, tu prends la carte, tu la lances dans les yeux de ton adversaire. S'il y a pas d'adversaire parce que c'est un jeu coop, ben, laisse la carte par terre. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de diversité. Tu sais, chaque boîte a un peu sa personnalité. Là, j'ai vraiment aimé la campagne de Sinister Motive là, qui était avec tu sais, les personnages que ça rajoutait, c'était Spider-Man version Miles Morales, puis Ghost Spider. Puis tu sais, les méchants, c'était comme il y avait un des scénarios, c'est l'attaque des Sinister Six. Fait que là, t'as comme t'as vraiment l'impression d'être overrun par plein de vilains, là, tu sais, t'en bats un, puis là, il y en a un autre qui arrive, puis là, tu sais, il peut y en avoir deux en même temps, fait que t'as Scorpion, le Vautour, puis Octopus, puis t'es comme, ils arrivent tous, là, t'es comme, puis d'habitude, faut juste que tu tapes sa gueule du vilain jusqu'à temps qu'il soit, qu'il ait plus de points de vie, puis c'est comme ça que tu gagnes, là, mais dans celui-là, il y a une twist, faut que tu fasses d'autres choses pour juste comme te sortir de là, puis tu sais, je crois que c'était super thématique. Dans la boîte des X-Men, ils ont vraiment poussé fort sur l'aspect de coopération. Là. Il y a plein de cartes qui sont plus fortes si t'as d'autres X-Men avec toi ou si t'as un autre personnage spécifique qui est en jeu. Là. Donc, si mettons t'as les cartes Wolverine et Colossus, que là, c'est comme si t'as les deux en jeu, ben le Colossus il pogne Wolverine puis il le garoche au bout de ses bras pour le pitcher dans l'ennemi, fait que ça fait comme plein de dégâts, mais tu peux avoir Wolverine puis avoir Colossus comme allié, ou ça peut être un autre joueur carrément qui joue Colossus, fait que le Colossus va tout le temps être en jeu, tu sais. Mais en fait, tout le temps. Pas nécessairement, parce que un des aspects cool du jeu, c'est que t'as comme deux formes, si tu veux. C'est ça, tu peux être en super-héros ou en civil, si on veut, là. Fait que t'as cet aspect de timing-là, de quand est-ce que tu vas changer de forme, parce que quand t'es en héros, le vilain te tape dessus, mais quand t'es en civil, ben il va faire il va schemer, donc il va faire ses plans machiavéliques, puis comme ça peut être deux conditions de défaite, là. Si t'as plus de points de vie ou si le vilain réussit sa scheme, ben tu vas perdre. Fait que de savoir quand est-ce de changer, c'est important. Puis t'as des cartes qui fonctionnent juste quand t'es dans une forme ou l'autre, là. Fait que c'est ça, pour revenir à ce que je disais, les X-Men, ils ont beaucoup de cartes, tu sais, Cyclope et Jean Grey ensemble, ou Jean, puis Storm, et puis tu sais. Fait que c'est cool quand t'es capable d'avoir ces deux héros-là dans la même game, ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard, ça faisait quelques années qu'il était sorti quand je suis tombé dedans, mais je suis tombé dedans assez solide, là, c'est mon jeu le plus joué en 2023. Marvel Champions. Numéro 3. C'est drôle parce que t'as beaucoup plus de coop que j'aurais pensé. Tu sais, en plus que, tu sais, t'étais pas très coop avant. Mais là, regarde, on a Dead of Winter qui rentre là-dedans. Ouais, lui, il est semi-coop, par exemple, là. Tu peux gagner tout seul. Ouais, mais faut que t'ailles comme le renégat qui veut le malheur de tout le monde. Non, même à ça, tu peux gagner tout seul si t'es seul à avoir réussi ton objectif personnel. Ouais, mais tu gères tes propres affaires, mais t'aides les autres aussi, là, tu sais. Ouais. C'est pas mal cool. Marvel Champions. Puis là, je pense qu'on va avoir 2 co-op encore. Puis un en équipe, on va dire. Fait que numéro 3. En fait, je vais dire mes 2 picks pour numéro 2 puis 3 parce que je sais vraiment pas dans quel ordre ils vont être. Mon feeling, c'est que ça va être en 3e position Gloomhaven et en 2e position Spirit Island. Maintenant, est-ce que j'ai bien parié? Ben, pour la 3e position, t'as raison, c'est effectivement Gloomhaven. Même si tu l'avais essayé en 4e position aussi. Je savais qu'il était dans le top, là, tu sais, c'est ça. Top 4, j'étais pas mal aligné. Ouais, je pense qu'il y a pas beaucoup de surprises, là. Fait que, ouais, Gloomhaven,
On a déjà parlé plein de fois, puis tu sais, j'ai inclus là-dedans Gloomhaven, Jaws of the Lion, Gloomhaven digital sur Steam, c'est juste trop bon. C'est une grosse campagne, on a plusieurs classes de personnages, ils vont tous faire des affaires différentes, puis le système de cartes, qui sont à la fois tes points de vie, ben pas tout à fait tes points de vie, mais que tu peux utiliser pour... C'est un peu un timer de fin de game, c'est un peu de la défense. C'est ça, tu sais. Puis qui dicte toutes tes actions dans le fond, parce que tu vas en choisir 2 à chaque tour. Tout le monde va révéler les cartes qu'ils ont choisies. On va révéler qu'est-ce que les ennemis font. Puis après ça, tu vas faire chaque carte, il y a comme une action en haut puis une action en bas. Fait que tu vas faire le haut d'une carte puis le bas de l'autre carte. Fait que quand c'est ton tour, t'as comme 2 choix au final. Un peu plus, là, parce que chaque carte peut être utilisée pour une action basique, là. Mais bref, si tu veux faire de quoi d'habitude, c'est comme Ouais, d'habitude, c'est comme quand t'as vraiment pas le choix, tu fais ça. Puis quand quelqu'un a scrappé tes plans en ayant pas à la bonne place ou en ayant pas fait le bon ou pas chanceux. Ouais, c'est ça. En ayant tué le bonhomme que tu devais tuer, alors que l'autre, il devait vraiment tuer l'autre bonhomme, parce que comme ça, on optimisait le round. Parce que là, t'as tué ce gars-là. Là, moi, là, mes grosses attaques sont toutes wastées. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, ben, je vais marcher 2 pas pour m'approcher de l'autre bonhomme que l'autre joueur va avoir le temps de tuer. Fait que là, bon, ben, je vais aller chercher des coffres. Fait que c'est ça, c'est une grosse campagne, c'est vraiment évolutif, parce que, et toi, tu l'as pas joué, là, on a juste joué Jaws of the Lion ensemble, mais je pense que t'as pas essayé le OG, là. Non, en effet. J'ai juste essayé Jaws of the Lion. On m'avait dit que pour commencer, c'était ça le mieux parce que justement, il ajoute les règles comme progressivement. Fait que t'es pas tout de suite submergé par la quantité d'éléments à connaître. Je trouvais que ça coulait bien, là, tu sais, la façon dont ça progressait, c'était vraiment cool. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait, mais c'est ça, il manque 2 aspects en fait. Le premier, c'est que tu peux améliorer tes cartes. Fait que tu peux, avec l'argent que tu accumules à chaque mission, ben après ça, tu peux le dépenser pour soit t'acheter des objets qui vont booster tes habiletés, mais tu peux aussi améliorer tes cartes. Donc, tu sais, rajouter un plus 1 d'attaque ou carrément plus de mouvement, plus de plein d'affaires. Rajouter des effets comme du poison, des wounds, de la confusion, des trucs comme ça. Puis fait que tu peux comme encore plus personnaliser ton personnage. Puis il y a aussi l'aspect que au fur et à mesure que la campagne avance, chaque personnage a comme un espèce de but dans la vie. Puis là, un coup qu'il l'a atteint, ben il prend sa retraite. Puis là, tu pars un nouveau personnage. Puis ça, c'est cool parce que ça te permet de découvrir les différentes classes qu'il y a dans le jeu. Là. Il y en a dans Jaws of the Lion, il y en avait 4. Dans la boîte originale, je pense qu'il y en a je vais dire 12 ou 16, je suis plus certain, mais en tout cas, il y en a beaucoup plus. Fait que, tu sais, au cours d'une campagne, tu vas peut-être en jouer 4, 5, là, dépendamment de à quel point tu focuses sur la quête principale ou tu fais toutes les side quests, puis tu sais, les buts dans la vie sont pas tout aussi faciles. Tu sais, il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres, là, que tu pourrais jouer ton personnage juste 3-4 games, puis déjà être prêt à prendre ta retraite. Tandis qu'il y en a d'autres que va peut-être t'en prendre 10-12, là. Voire plus, là. C'est un peu toi qui choisis, au final, là. Mais pas tout le temps. Potentiellement peut être un peu frustrant, des fois. Quand tu commences à maîtriser ton bonhomme, pis là, tu te dis, là, j'ai du fun avec, pis là, de quoi, je prends ma retraite, là, je suis tanné. Ou à l'inverse, quand t'es prêt à changer, mais que t'as pas rempli ta condition encore, ça, c'est moins le fun, là, mais je sais qu'ils ont changé ce système-là pour Frosthaven. Donc le nouvelle grosse boîte qui ont sorti l'année dernière, que moi j'avais pas backé le premier printing parce que je commençais à jouer au premier Gloomhaven. Fait que je me disais bah j'ai le temps. Et tu vois là finalement on l'a fini. Puis c'est ça, on attend Frosthaven avec impatience. Donc, là ils ont rajouté un aspect de tu construis ta ville. Quand ton personnage se retire, ben justement ça va te débloquer des nouveaux buildings dans ta ville parce que
Ça peut être ton thief qui va s'ouvrir un magasin ou une taverne ou je sais pas quoi là dans ta ville. Là, puis je pense qu'il y a un aspect de saison puis de temps aussi qui a été rajouté. Fait qu'il y a beaucoup de stock qui s'est rajouté. Ça a l'air que les nouvelles classes sont vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait que j'ai ça qui s'en vient. J'ai backé le deuxième batch d'impression, si on veut. Puis ils ont sorti en même temps le Button and Bugs, là, donc une petite boîte, un jeu solo seulement, donc qui est comme un redéveloppement de glue molding, là, qui est comme un truc fan-made là, qui avait fait donc une version très épurée de Gloomhaven où ce que t'avais juste des cartes. Donc là, ils ont redéveloppé ça un petit peu, là, mais ils disent que c'est des petits scénarios de 20 minutes à jouer. Donc c'est une petite campagne d'une douzaine de scénarios, je pense. Fait que c'est pas un aussi gros commitment que Gloomhaven ou Frosthaven. Puis c'est cute, là. Tu sais, l'histoire, c'est que tu rentres dans le magasin de Ale, là, qui est comme une espèce de magicienne là, qui t'aide dans le premier Gloomhaven, là, puis tu retournes souvent là pour y demander des services où aller ou des trucs. Ou elle te demande d'aller chercher des ingrédients à des places un peu par rapport. Là. Fait que là tu rentres dans son magasin puis comme il y a un spell qui se déclenche puis qui te rétrécit. Fait que tu deviens de la taille d'un insecte ou d'une souris. Là. Fait que c'est un peu ça l'histoire là, du Button and Bug. Il faut que tu essaies de te sortir de cette curse-là. Chérie, j'ai rétréci les aventuriers. Ouais, c'est ça. Là. Un genre de mélange de Mice and Mystic puis Gloomhaven. Là. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça aussi. Puis le RPG, Gloomhaven? Peut-être. Je suis pas fermé à l'idée, mais tu sais, on avait une game de Donjon Dragon qui roulait depuis Quelques années. Puis là, tu vois, ça fait une couple de mois qu'on joue plus, puis je m'en ennuie pas tant que ça, là. Quoi? Mais c'est le fun, mais tu sais, c'est... Il y a des fois, je me dis, j'aurais aimé mieux jouer à des jeux de société, tu sais. Fait que tu sais, pas un super grand joueur de jeux de rôle, là. Fait que tu sais, je serais curieux de l'essayer, mais tu sais, je vais pas l'acheter, là. Surtout que je trouve pas que c'est la force de ces jeux-là, c'est leur histoire puis le monde qu'ils ont créé, là, tu sais, c'est correct, là, ça fait la job, là, mais c'est pas... Ce qui m'attire, c'est vraiment plus les mécaniques, puis comme la façon que les classes fonctionnent, puis le système de cartes, pis tout ça. Je trouve que c'est ça la force du jeu, c'est pas l'histoire puis les personnages, mettons. En même temps, dans un jeu de rôle, tu sais, c'est un peu toi qui fais ça, fait que là, peut-être ça serait mieux. Finalement, c'est ça. Gloomhaven, ça se passe à Baldur's Gate, puis ça passe mieux. Numéro 2. C'est Spirit Island. Oui! Bon. Ben, finalement, je vais avoir été pas si payé, parce que je suis pas mal certain qu'à partir de maintenant, je vais toutes les avoir. Fait que, Il en reste pas beaucoup non plus. Ouais, j'en ai eu 5. Qu'est-ce que j'avais dit au début? Pas peu. T'as été bon pour déduire qu'est-ce que j'allais déduire. Fait qu'est-ce que ça fait de toi un meilleur détective? Peut-être que moi, je te connais plus que toi, tu me connais. Oh. En tout cas, tu connais mieux comment moi je te connais que moi je te connais vraiment. On commence à sonner comme ouais, c'est exactement Bilbon au début du Seigneur des Anneaux avec son petit speech avant de disparaître. C'est exactement ça à quoi je faisais référence. Donc, Spirit Island, on a déjà parlé de plein de fois, là, on a eu un épisode là-dessus, c'est jeux solo, on a eu un deuxième épisode où j'ai parlé de l'extension Nature Incarnate l'été passé. C'est un jeu coop dans lequel on est les esprits d'une île, on essaie de repousser les colons qui essaient de s'installer puis de dévaster notre île. C'est hyper asymétrique, chaque esprit va jouer de façon totalement différente, puis oui, il y a une bonne complexité, mais qui vient surtout du fait que nos actions ont des conséquences à long terme qui sont pas nécessairement faciles à voir, là. Tu sais, il y a des bouts de règles qui sont peut-être un peu fiddly, là, surtout quand tu joues à
au niveau de difficulté les plus élevés, mais tu sais, t'auras pas ça à tes premières parties, mettons, là. Mais tu sais, dès que t'as un joueur qui connaît bien le jeu, qui est là, vu que c'est un jeu coop, ben, je trouve que ça coule quand même bien. C'est un jeu que j'adore jouer en solo ou à deux. 3, ça passe, mais il faut que ça soit 3 joueurs qui connaissent ça, là. Puis tu sais, j'aime ça jouer avec des gens qui ont pas peur des défis, parce que c'est un peu ça le problème des coops, là. Quand tu deviens bon puis tu veux le montrer à quelqu'un d'autre, ben si tu choisis un niveau de difficulté plus tough, cette personne-là trippera pas parce que elle va, tu sais, c'est comme une grosse... Ça va être trop difficile, tu sais, c'est qu'il y a moins de chance, il y a moins d'espace pour les erreurs puis pour l'expérimentation, on va dire. C'est ça, puis à l'inverse, si on joue un niveau, tu sais, si moi je joue un niveau trop facile pour moi, ben pendant que l'autre il a de la misère à gérer son board, le mien il est tout clairé, puis c'est ça, je peux bouger puis aller t'aider là, mais comme tu sais c'est pas le sweet spot. Alors, c'est pour ça que quand je joue tout seul, ben j'ai pas ce problème là, c'est moi qui décide du niveau de difficulté, puis je le mets au niveau que si j'ai le goût de me donner un bon défi, je vais peut-être le monter un peu plus. Si j'ai le goût d'une petite plus facile, je vais le descendre, ou tu sais, je peux. D'habitude, j'essaie de me donner de jouer à un niveau où que mon pourcentage de victoire est à peu près à 50%, tu sais, que c'est pas sûr que je vais gagner, c'est pas sûr que je vais perdre, c'est un bon défi, puis j'adore ça, là, il y a tellement d'esprits pis de combinaisons différentes, parce que souvent quand je joue tout seul, je vais jouer comme une partie à 2 joueurs, ou que c'est moi qui joue les 2 joueurs au final, là. Fait que j'ai 2 esprits, parce que je trouve que la beauté pis la force du jeu, c'est justement les synergies entre les différents esprits. Fait que quand tu joues avec juste un, tu perds un peu de ça, là. Tu fais comme de l'interaction avec toi-même, tu essaies justement de développer la force d'un des esprits pour que l'autre puisse faire autre chose, puis que ça s'équilibre. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même principe avec Marvel Champions, là, mais comme celui-là, par contre, il est un peu plus lourd et un peu plus long quand tu le joues comme ça, là. Fait que faut ça va te prendre la soirée, là. Mais c'est tellement satisfaisant, c'est avant ce jeu-là, je disais que j'haïssais toutes les coops, puis comme ce jeu-là m'a montré que non, il y a des coops qui sont bons. C'est vrai, puis ça a apparu dans ton top 10 finalement. Parce que je me rappelle, à chaque fois que je sortais un coop, t'étais comme Grinch. Puis là, ben, t'en as une coupe. Puis finalement, t'aimes bien. Moi, j'en ai 3. 4. Ben, 3,5 avec Dead of Winter. Fait que c'est ça, que dire de plus? Allez écouter les autres épisodes qu'on a fait dessus. Même au dernier, j'ai comme fait un petit guide de quelle extension on devrait acheter en premier. Puis j'avais fait mon top 5 de mes esprits préférés. Même. Numéro 1, top number 1 of all time. C'est The Crew. Quoi? Mais non. Ceux qui nous écoutent depuis au moins un épisode, je pense, vont savoir que c'est Guards of Atlantis 2 de Artini Chuprov et Wolf Designer, jeu inspiré des MOBA, donc les League of Legends, Dota, Smite, Pokémon Unite de ce monde, où ce qu'on a 2 équipes de héros qui essayent d'amener leur armée pour prendre la base de l'équipe adverse. Mais dans celui-là, on peut gagner de cette façon-là, mais on peut aussi gagner en tuant les autres héros à cette fois, parce qu'à toutes les fois qu'on se fait tuer, ben on va aller piger dans l'espèce de pool de vie de notre équipe, là. Puis là, plus on est haut de level, plus ça coûte cher quand on meurt. Puis si on n'a plus rien dans le pool, ben notre équipe a perdu. Et on a aussi ce qu'il n'y avait pas dans le Guards of Atlantis 1, le fait que il y a un timer au nombre de fois qu'on peut faire du back and forth avec cette armée-là. Fait que si ça s'étire, ben la dernière bataille, même si c'est dans le milieu, ben c'est la bataille décisive, puis c'est elle qui va décider qui gagne. Ça fait que les parties vont avoir une fin. C'est ça. Un peu comme dans Gloomhaven, là, on va avoir une main de carte qui va déterminer les actions qu'on peut faire, puis chaque carte peut être utilisée de 2-3 façons différentes. Là, on peut l'utiliser pour bouger, se défendre, ou faire l'action qui est dessus.
Puis c'est ça, en tout temps, on va avoir 5 cartes de disponibles. Puis là, dans un round, dans le fond, on va en jouer 4. Puis au fur et à mesure que la partie avance, ben il y a certaines de ces cartes-là qui vont être remplacées par des cartes meilleures. Puis là, les cartes qu'on choisit pas pour comme nouvelle carte, il va y avoir un item dessus, fait que ça booste les autres stats. Fait que t'as vraiment un niveau de progression puis de customisation de ton personnage pendant la partie qui est très cool. Puis pour ceux qui ont pris le all-in comme moi, on a 22 personnages différents, puis tu sais, c'est pas des petites différences, là. Chaque personnage va avoir son style particulier, ses habiletés qui sont uniques. T'sais, il y en a pas un qui est pareil. Puis là, on en a 10 autres qui s'en viennent. Parce que ce que j'aimerais parler, c'est plus de qu'est-ce qui s'en vient, justement. Parce que plus tôt cette année, il y a eu la campagne pour ce qui avait annoncé être un reprint, plus de nouveaux stocks, mais qui au final va plus comme être un Guards 2.5 versus peut-être même 2.9. Parce que dans le fond, il nous avait dit on va peut-être rebalancer une coupe d'affaires, tu sais, tweaker quelques chiffres pour que ça soit mieux, puis tu sais, corriger avec. Il y avait 2-3 cartes là que le texte il y avait carrément. Il y avait carrément une erreur dessus, qu'on s'est rendu compte après. Mais là, finalement, j'ai l'impression que c'est comme tous les personnages qui vont changer de manière plus ou moins significative. Là. Il y en a certains que ça va être la moitié de leurs cartes qui seront peut-être plus pareilles. Là. Fait qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. En plus des 10 nouveaux personnages qui vont s'ajouter au roster. Là. Fait que ça va... Ça change les cartes, c'est le cas de le dire. Puis t'as-tu playtesté un peu ces nouveaux bonhommes-là? Ces nouveaux changements de cartes-là? Pas mal, je suis pas mal moins impliqué que je l'ai déjà été, là. J'ai moins de temps qu'avant, puis tu sais, comme avec le podcast, il faut on essaie de jouer à des nouveautés puis à plein d'autres choses. Fait que j'ai pas mal moins de temps que j'avais avant pour jouer à Guards. J'ai essayé une version de pas mal tous les nouveaux personnages, mais pas nécessairement la version présente, qui sera probablement pas la version publiée l'année prochaine quand le jeu va sortir, s'il sort l'année prochaine. Ce dont je doute de plus en plus. Parce que, tu sais, oui, c'est le fun d'aller rechanger tous les personnages qui sont déjà là, de peut-être corriger, essayer de buffer ceux qui étaient plus faibles ou nerfer ceux qui étaient trop forts, mais comme ça fait beaucoup de changements puis beaucoup de choses à tester, puis là en plus des 10 nouveaux, tu sais, je sais pas à quel point je suis un fan de la direction dans laquelle ils vont là. Je pense que moi, si ça avait été juste de moi, je me serais focus, tu sais, j'aurais laissé les 22 comme ils étaient là, puis je me serais vraiment focusé pour faire les 10 nouveaux puis pour que ça fitte avec ce groupe-là, tu sais. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Puis, tu sais, je dis ça, pis c'est... Mais ça va un peu avec avec comment ça marche dans les MOBA, tu sais, souvent tu vas arriver puis ben ce héros-là, les développeurs se sont rendus compte qu'il était pas utilisé ou qu'il était pas bon, fait que là on le bouge, mais tu sais quand tu le bouges, tu sais souvent les héros sont des ennemis qui ont comme des contres. Puis là là ça veut dire qu'il faut adapter ce contre-là, puis là tu sais, t'as comme des répétitions à plein de niveaux, fait que c'est difficile de juste changer une affaire parce qu'il y a tellement d'interactions dans ces jeux-là que tu touches une affaire, c'est pas une affaire que tu touches. C'est comme, ça affecte tous les autres bonhommes indirectement. Fait que c'est touché Ben, c'est ça, là. Moi, c'est ce qui fait que j'ai peur, c'est qu'il y a peut-être des interactions qui seront pas vues ou qui seront pas assez testées puis que, parce qu'à un moment donné, il va falloir, comme, arrêter. Ça avait fait ça avec la première fois, là, tu sais, ça faisait plusieurs mois que le designer disait, tu sais, je serais confiant si on imprime le jeu comme il est là, ça marcherait puis ça serait correct, tu sais, ça serait bon. Mais il était tout le temps en train de retweaker puis de rechanger puis de, tu sais, comme à un moment donné, il faut arrêter puis là comme puis je pense il avait fait une bonne job puis tu sais avec toute la communauté de playtesters, on avait vraiment j'étais assez fier de dire que tu sais oui, il y a 22 personnages puis dans la communauté, il y en a peut-être un ou deux que
tout le monde s'entendait pour dire qu'il était un peu plus fort ou un peu plus faible que les autres. Mais même, tu sais, il y avait pas de consensus de genre, il y a un personnage, mettons, que à peu près tout le monde disait, ouais, lui, tu sais, c'était Swift, on disait, ouais, peut-être elle est un peu plus faible que les autres. Mais tu demandais à tous les playtesters c'est qui le plus fort, pis pour 20 playtesters, t'avais peut-être 15 réponses différentes, là. Fait que je trouve que, tu sais, la balance dans ces 22 personnages-là était vraiment très, très, très bien faite. Puis là, d'en rajouter 10 nouveaux, puis de tout rechanger, tu sais, oui, c'est possible là, d'arriver à ce que ça soit aussi bien balancé, mais j'ai l'impression que ça va peut-être retarder le projet un peu, là. Ouais, en tout cas, c'est sûr que en plus, c'est que en augmentant le nombre de héros, tu augmentes le nombre d'interactions, le nombre de possibilités à tester. Tu sais, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est un travail c'est dur de voir vraiment si t'as une fin, parce que des fois, si tu vois une interaction, puis là, tu dis, voyons donc, ce bonhomme-là, il est juste trop fort, mais c'est juste parce que la personne qui joue ce bonhomme-là, à ce moment-là, maîtrise le jeu super bien. Fait que là, tu sais, c'est pas nécessaire parce que le bonhomme, il est trop fort. C'est parce que le gars qui le joue, il est vraiment bon. T'sais. Ça, c'est ça aussi qui est pas évident à démystifier. Fait qui fait tu peux débugger, tu peux le tweaker tout à l'infini avant de vraiment être convaincu, puis même à ça, tu vas avoir quelqu'un qui va jouer un bonhomme, puis tu vas faire, ah non, finalement, ce bonhomme-là, il est pas correct, puis Non, c'est ça, tu ça peux le changer à recommence. l'infini, puis comme... Mais c'est ça, je pense que quand t'arrives à un point où que c'est good enough, ben tu sais, faut tirer avec ça, puis advienne que pourra après, là. Mais tu sais, je suis confiant là, que ça va rester aussi bon, là. C'est juste que je vais être obligé de réapprendre toutes les cartes de tous les joueurs, des personnages. Tu sais, ça m'a pris du temps que je me rappelais pas mal de tout. Tu vas Pas perdre tout. ton edge. C'est ça. Ou il va falloir que je retravaille pour aller la rechercher. Tu sais. Mais c'est cool, tu sais, ils vont nous rajouter plus de bonhommes avec complexité moindre. Fait que parce que là, en ce moment, tu sais, il y avait comme 7 personnages qui recommandaient pour les premières parties. Fait que puis à toutes les fois pas à toutes les fois, mais très souvent quand je joue, il y a au moins un ou deux nouveaux autour de la table. Fait que les personnages de plus grosse complexité, je les ai joués souvent en ligne, mais je les ai jamais sortis physiquement là, parce que tu veux pas comme il y a des personnages qui sont durs à jouer, mettons, puis c'est ça qui fait qu'ils sont plus complexes, là, mais souvent, c'est qu'ils vont rendre la partie plus complexe pour les autres joueurs autour de la table, que ce soit tes coéquipiers ou tes adversaires. Fait que tu veux pas comme sortir ces personnages-là avec des nouveaux joueurs parce que ils auront pas de fun, là, parce que tu sais, il y a des façons de les contrer, mais ils sont peut-être pas Intuitive. ouais, c'est ça Faut des aussi. bonhommes spécifiques, peut-être. Ben, pas nécessairement des bonhommes spécifiques, mais tu sais, des façons de jouer ou des choix de cartes, mettons, quand tu fais tes upgrades, qu'il faut que tu fasses attention quand tu joues contre tel personnage, c'est important d'aller chercher cette affaire-là, ou ce statut-là, mettons. Fait que, c'est ça. Si l'autre équipe le sait pas, ben, on n'aura pas de fun, là, il y a une équipe qui plante l'autre juste parce qu'ils ont plus d'expérience avec le jeu, là. Fait que, tu sais, on revient à ce que je disais au début, tu sais, dans des circonstances idéales avec tous des joueurs qui connaissent bien tous les personnages qui sont autour de la table. Je pense que c'est là que le jeu il est à son meilleur, là. Versus, tu sais, les premières fois que tu joues, ben, t'es tout le temps en train de lire tes cartes. Quand les autres les jouent, ben, tu leur demandes. Des fois, tu le fais même pas, là. Tu fais juste comme, ah, ben oui, il peut faire ça. Puis là, comme, un moment donné, ben, il t'assomme en face. Puis là, il a fait. Puis là, t'es comme, oh shit, je savais pas qu'il pouvait faire ça. Fait que je meurs à cause de ça, tu sais. Versus quand tu joues puis que tout le monde a comme... C'est pas si long que ça, là, à apprendre qu'est-ce que les autres vont faire, là, parce que à tout moment, ils ont 5 cartes dans les mains, là. Il y a comme 5 effets qu'il faut que tu saches qu'est-ce que ça Ouais, fait. mais tu sais, c'est pas évident à gérer. Puis ça, ces cartes-là, ils sont valides pendant un round, 2 rounds, parce qu'après ça, ils ont tous été upgradés, puis là, ils ont tous des effets un peu différents. Ouais, ben tu sais, il Des y en a fois, deux... c'est le même qui est amélioré, mais des fois, c'est juste genre, cette carte-là fait plus pas tout ce qu'elle faisait au niveau 1. Là. Puis là, Non, c'est après ça. ça, tu peux switcher, tu peux revenir à l'autre, parce que quand tu tombes niveau 3, tu sais, tu peux comme revenir un peu vers l'autre style. Mais justement, quand t'as joué assez, tu finis par savoir que si, mettons, l'item qui vient de se rajouter, ça rajoute de la défense, mais tu sais que c'est
il y a 2 choix possibles de cartes qu'il a pris dans ses mains, tu sais. C'est soit celle-là ou celle-là, là. Ouais, mais il faut que tu les connaisses, là. C'est ça. Puis toutes les upgrades, de toutes les bonhommes. Ben, Tu sais, je veux dire, pour être comme vraiment à l'aise, puis tu sais, savoir la game, puis pouvoir vraiment bien réagir, là, tu sais, pour être pro player. ouais. Mais tu sais, le jeu est le fun pareil, même si c'est pas tout le monde qui est là. Puis honnêtement, c'est pas si long de se rendre là parce que t'as des patterns qui se répètent, là. T'sais, si tu prends l'initiative, ça veut dire que soit t'as pris l'attaque range ou soit que t'as, tu sais, c'est ta carte verte que t'as améliorée. C'est vrai pour comme 90% des personnages. Si c'est de la défense, ben là c'est soit l'autre carte rouge, soit la carte bleue. T'sais, si c'est l'attaque, ben là c'est bleu ou vert qui était. Rapidement, tu vas voir c'est quoi ces patterns-là. Fait que tu sais, t'as comme des trucs que tu peux apprendre qui fait que t'es pas obligé d'apprendre toutes les cartes une par une. Tu sais que ça veut dire ça, ou comme tu sais, je sais que si ta carte niveau 1, son initiative c'était 7, mais la niveau 2, tu sais, ça va être 7 ou 8, là. Ça sera pas 10. Fait qu'après, tu sais, c'est ça, tu sais. Oui, tu peux raffiner puis connaître toutes les valeurs de toutes les cartes, là, mais comme même si j'ai joué des centaines de fois puis je me suis jamais rendu là moi-même, là, mais j'avais assez de ces patterns là pis de ces trucs là que j'avais une bonne idée. Puis tu sais, oui, au final, tu sais, je savais tous les effets des cartes, tu sais, les textes, mettons, peut-être pas tous les détails, là, mais au moins je sais que tu sais, ton attaque, mettons, c'est une attaque range ou si c'est une attaque mêlée, ben elle fait tel effet si elle touche ou tu sais. Fait que c'est pas si long que ça que tu peux devenir un pro player, comme tu dis, là. Ça prend pas comme 200 parties, là. Ouais, non. Ça en prend quand même une coupe. Tu sais, moi j'ai encore tu sais, il y a des trucs là, tu sais, que je commence à saisir, là, puis à me dire je sais qu'il faut que je fasse attention à ça, puis à ça, là. Fait que tu sais, mais je suis pas encore super à l'aise. Non, mais tu sais, on a joué peut-être quoi une dizaine de fois ensemble, puis tu sais sur plusieurs années, là, fait que tu sais, c'est le genre de jeu que si tu joues une fois par mois, mettons, avec le même groupe, là, ça sera pas long que tu sais, vous allez développer une méta puis que vous allez connaître les... Ouais, avec le même groupe, ça aide aussi parce que tout le monde garde un certain niveau équivalent. C'est là que tu peux faire des stratégies un peu plus funky puis que la coordination commence à se développer puis que là tu réussis à dire bon ben on le fait, là. C'est ça. T'es comme oui, on le fait. Dans ta tête, t'es genre, j'ai aucune idée de quoi qu'il parle, j'espère que c'est ça qu'il veut que je fasse. Ben, c'est ça qui est cool, c'est comme communication ouverte, fait que tu peux faire tout ton plan si tu veux, mais l'autre équipe va entendre. Ouais, puis une fois qu'on joue les cartes, c'est silence. Fait que là, c'est comme, c'est là où, à un moment donné, t'entends comme quelqu'un qui fait juste, oh! Là, c'est que t'as fait quelque chose qui s'attendait pas à ce que tu fasses, mais tu sais pas plus. On a un running gag dans la communauté de playtester que c'est genre, qu'est-ce que je devrais faire? C'est do the right thing. C'est tout. C'est pas tout le temps clair c'est quoi le right thing, mais bon. Faut que tu le fasses. C'est ça. Fait que c'est ça. Ça recrée bien l'expérience des jeux vidéo MOBA. Ben, à ce qu'on m'a dit, parce que moi, j'ai jamais joué à ces jeux-là, pour être honnête. Moi, j'ai joué un peu. J'ai joué à quelques-uns. C'est pas... J'avais tendance à pas apprécier l'aspect communauté toxique, fait que... Ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool avec celui-là, ben, c'est que tu joues avec tes amis, fait que tes insultes dans la vie en général, anyway, fait que tu les insultes en jouant à Girls ou que tes insultes en vrai, c'est pareil, fait que c'est aussi le fun. Fait que c'est ça, c'est mon jeu préféré. Ça l'est depuis que je l'ai découvert, puis j'ai l'impression que ça va le rester encore longtemps. J'ai hâte de voir la version finale de la version 2.5, là, même si je sais que le designer veut pas appeler ça comme ça, puis que... Ouais, mais si c'est pas ça, c'est quoi?
Ben, au départ, c'est un reprint, mais c'est ça. Il y a comme tellement de changements maintenant que, en tout cas. Ils vont, ouais, ben, c'est ça, Mais ça s'appelle encore un reprint, puis en tout cas, il est un peu, il y a eu un petit peu de controverse par rapport à ça sur le Discord puis dans les commentaires, de la campagne, mais bon, je pense que la majorité est on board avec les changements, là, donc, j'ai bien hâte de voir que ça va donner. Puis c'est ça, c'est un jeu que j'aimerais ça justement jouer une fois par mois tout le temps avec le même monde. Là. Voir la progression du groupe. Ouais, c'est ça, puis tu sais peut-être faire une ligue, des tournois, des trucs comme ça, en tout cas. Un jour. Donc voilà, c'était mon top 10. Maintenant que vous avez vu les deux, vous allez pouvoir voter #TeamSam, #TeamVince, qui a le meilleur top 10. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Fait que c'est un épisode en deux parties. Le top 10 de Vince et le top 10 de Sam. Fait que, ouais, en effet, vous pouvez voter pour votre préféré. On aimerait vous remercier pour votre écoute. Merci à nos Patreons aussi qui nous supportent et qu'on apprécie spécialement, qui ont accès à nos capsules en dessous de la table, les dessous, littéralement, de Board Games Duel. Continuez de nous écouter sur YouTube ou Spotify ou Apple Podcast. Écrivez-nous aussi sur notre Discord, sur notre adresse courriel à boardgameduel@gmail.com. On est toujours content de discuter avec vous autres puis de connaître votre opinion sur ce qu'on fait. On veut remercier aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Puis merci à tous ceux qui ont participé à notre concours. J'espère que vous avez fait bien des points avec mon top 10 là. Vous avez peut-être été meilleur que Vincent. Ouais. Ben tu sais, j'espère aussi que vous avez eu le point gratuit du top 1 de Sam. Mais c'est comme le centre de la carte de bingo là. Ça désavantage tous ceux qui auront pas écouté des épisodes précédents parce que normalement si vous avez écouté, vous le savez. Puis c'est ça, on va envoyer le t-shirt au gagnant bientôt. Puis pour ceux qui n'ont pas gagné, ben on va avoir des t-shirts, des tasses et autres accessoires disponibles en ligne. En fait, au moment où ça va être publié, j'espère que ça va déjà être normalement ça disponible. Devrait déjà être. Ouais, normalement ça devrait être disponible. On va mettre le lien dans la description de l'épisode. On a maintenant un magasin de merch pour Game Duel. Fait que c'est ça, vous allez voir, on a apposé notre logo sur des t-shirts, des hoodies, des tasses, des sacs, puis des casquettes. Fait pas une scène dessus non plus. Si vous êtes intéressé, c'est vraiment juste pour faire de la promotion. Ouais, mettez-le, ils sont beaux. Puis nous autres, ça nous rend fiers de voir que vous les portez. Fait que sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye. Numéro 2. J'ai effacé ma liste. Je peux-tu la recommencer? Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est le numéro 2 en plus.